Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, deuxième vidéo de la journée, donc ça mérite bien un like je pense, pour tout simplement vous décrypter le discours de Jérôme Powell qui a plutôt été pas trop mal accueilli par les marchés. On va vous donner un petit peu le ton, vous donner un peu les impressions. Premier FOMC depuis sur le trône, j'allais dire l'inauguration, le moment où Trump a été l'investiture de Trump. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. La réaction sur les prix, un petit coup de structure, un petit coup de liquidité court terme. On l'a déjà fait ce matin, mais on va quand même aller jeter un œil également. Et puis voilà, on y va pour l'intro. Alors, on vient donc de regarder les questions-réponses de notre ami Jérôme Powell, avec bien évidemment tout son discours un petit peu de départ, et ensuite les questions-réponses. Donc je vais vous en faire plus ou moins la traduction, voilà comment on va se mettre juste le prix, je pense, en fond, ou peut-être même passer en plein écran, je sais pas. Globalement, Powell arrive et il nous explique plus ou moins que, eh bien, tout simplement, la même chose que d'habitude, hein, globalement le truc habituel, c'est-à-dire nous la Fed, on cherche 2% d'inflation et puis on cherche le plein emploi tout simplement. Globalement, il s'attend plus ou moins à en 2024 un PIB, et ça on aura le chiffre exact demain, qui sera de à peu près 2%. Il trouve que la housing se stabilise un petit peu et que la hausse des salaires s'est calmée, donc le marché du travail n'est pas une source d'inflation, hein, puisqu'une augmentation des salaires pourrait être effectivement une source d'inflation, et que au dernier meeting, ils ont effectivement baissé leurs attentes d'un point sur cette année. Pour le moment, ils sont plutôt dans l'attente, ils pensent que c'est pas la peine de se précipiter et qu'ils vont attendre la data pour finalement petit à petit essayer d'aller bien sûr aller chercher plus ou moins ce qu'ils veulent. Globalement, par rapport à la vidéo de ce matin, hein, puisqu'on regarde un petit peu au niveau technique également en même temps, vous voyez qu'on est peut-être, pendant la vidéo, on aura peut-être cette petite réponse de savoir est-ce qu'on va réussir à passer ce niveau-là. Il y avait deux choses dans la vidéo de ce matin, c'était de dire, bon, on a des bonnes chances quand même de faire ce triangle ici, rectangle, et donc une cassure. Si on fait une cassure, effectivement, il semblerait qu'on puisse éventuellement essayer d'aller jouer des targets de ce genre-là, c'est-à-dire une balançoire, comme ceci, à partir de la cassure, c'est-à-dire 107, 108, hein, globalement, la boîte de liquidité qui est entre 107 et 110 finalement. Moi, ce que je dis, c'est quand même attention à cette petite zone ici en 15 minutes qui a rejeté de manière très propre. Alors ça veut dire qu'on a du long au-dessus, hein, et qu'on pourrait aller le chercher, qu'on a du short pardon au-dessus, et qu'on pourrait aller le chercher, bien évidemment, c'est une poche de liquidité, je ne dis pas, mais attention à ce qu'en 15 minutes on ne prenne pas juste la liquidité et on se retourne. Vous voyez qu'au-dessus, il y a également, on va parler technique, hein, 2 petites minutes, mais au-dessus il y a également un autre endroit, donc là effectivement on a une petite poche de liquidité, et puis là bien sûr, étant donné que par 3 fois on a rejeté, et ça c'est quelque chose que j'ai assez souvent dit, mais souvent les triple tops ne marchent pas. Et ben là, en l'occurrence, celui-ci a plutôt pas mal fonctionné, hein, puisqu'on a fait un nouveau plus bas entre temps. Donc attention, je ne dis pas, il n'y a pas de souci. Mais globalement, voilà, assez souvent, c'est des zones où finalement on a accumulé pas mal de liquidités au-dessus et où on va venir la chercher. On va voir si le prix y va pendant la vidéo, ça peut être intéressant, hein, suite à FOMC, de voir si effectivement on y arrive. Pour moi, il y a des bonnes chances de rejet là-dessus. Maintenant, pour le moment, c'est plutôt propre. On avait dit également que cette zone-là, la dernière petite vallée, l'attaque de ce pic pouvait éventuellement être également une zone de rejet. On va voir si ça va être éventuellement le cas. Personnellement, j'irais bien quand même pour aller faire un bisou aux 15 minutes, là, qui est là. 15 minutes qui est très propre, hein, vous le voyez. Là, on est en 30, mais globalement, sur le 15, c'était excessivement propre aussi. Il semblerait qu'on soit, enfin, même c'est pas il semblerait, c'est sûr, qu'on ait clôturé pour le coup celui-là, qui était assez propre aussi, hein, qui était plus ou moins la zone de rejet de ce fameux triangle rectangle, vous le voyez ici. Et là, on a réussi à ouvrir et clôturer au-dessus. Donc, soit on décide de le passer dans une time frame supérieure. On a déjà ce 4 heures, hein, qui parle, qu'on avait posé cet après-midi. Donc je pense qu'on peut juste effacer celui-là. Et puis attendre de voir ce que ça dit sur effectivement la 4 heures, à savoir, on vient d'ouvrir cette bougie là au-dessus, ça s'est ouvert à 21h, il nous reste encore 3h30, si jamais dans les zones de minuit, on réussit à fermer cette bougie là et que ça soit pas juste une prise de liquidité 4 heures au-dessus, typiquement un truc qui ressemble à ça, à cette mèche là, et bien à ce moment-là, on saura qu'effectivement on est sur une belle cassure, un beau retournement, une belle structure qui est en train de passer haussière ici, hein, vous le voyez, avec finalement une continuation du caractère haussier de la structure, c'est-à-dire je n'attaque pas mon sol,
Et puis, finalement, je fais un nouveau plus haut, ici un creux plus haut que le précédent, et ainsi de suite. Bref, une tendance haussière. Je me moquais un petit peu des gens qui invoquent en permanence la théorie de Dow. Il y a de ça 2 ou 3 vidéos. C'est toujours le cas, je me fous toujours un petit peu de leur gueule. En fait, ce que je dis plus d'une certaine manière, c'est que c'est dommage que Dow, qui, moi, personnellement, ça me ferait chier que d'avoir écrit des tas de bouquins, des tas de choses, etc., et que finalement, ce qu'on retienne, c'est plus ou moins quand même des choses qui sont qu'un enfant de CE1 serait capable d'acquérir, hein, et voilà, ça reste quand même assez dommage par rapport à l'héritage. Bref, j'enchaîne sur les questions-réponses de Trump. Direct, on lui pose la question. Trump a dit à Davos qu'il fallait immédiatement baisser les taux d'intérêt. Quelle est votre réponse à ça? Alors là, cash, on va dire que Powell, il met tout de suite tout le monde d'accord, il remet tout de suite l'église au milieu du village et il dit, moi je vais faire mon boulot, c'est-à-dire servir le public, donc remplir mon mandat, c'est-à-dire essayer d'avoir une inflation proche des 2% et d'avoir plus ou moins un plein emploi aux États-Unis. J'ai pas du tout à discuter de ce que pense l'exécutif, de ce que fait l'exécutif, etc. À la question, oui, mais vous avez peut-être discuté avec l'exécutif en tout cas, Trump nous dit, et c'est plutôt une surprise en tout cas pour le moment, qu'il n'a eu absolument aucun contact, Powell nous dit qu'il n'a eu absolument aucun contact avec Trump pour le moment. Donc, depuis les 9 jours que Trump est rentré à la Maison-Blanche, il n'a pas encore eu de rendez-vous avec Jérôme Powell. Question suivante, on est dans des taux qui sont plus ou moins restrictifs pour vous, on est dans une zone neutre, une zone restrictive, comment est-ce que vous qualifieriez la situation? Et là il dit oui, on est plus ou moins dans quelque chose de léger restrictif plus, c'est-à-dire mainly restrictif, pas totalement restrictif, mais ce qu'on veut voir là pour l'instant, et c'est pour ça qu'on reste à cet endroit-là, c'est des vrais progrès sur l'inflation, ou une dégradation du marché du travail. Hein. Ça, il l'avoue, il dit si le marché du travail se dégrade, effectivement, il va falloir qu'on pivote, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, de toute façon. Là, on est à 4,1 au niveau du chômage, c'est pas mal. Voilà. Pour eux, on va dire la neutralité, c'est 4,3 au niveau du marché du travail. Ils l'ont plus ou moins toujours dit. On n'en est pas très loin quand même, hein, vous l'aurez compris. En général, dans le communiqué, vous mettiez, le communiqué est toujours à peu près le même. Hein, le press release, je sais pas si je l'ai quelque part, oui, je pense que je l'ai là. Le press release, c'est toujours à peu près la même chose, globalement, et puis voilà, il ressuce un petit peu la même formule à chaque fois, et voilà. Et en général, dans le communiqué, il y a une phrase qui dit... que l'inflation semble aller de manière sustainable vers les 2%. J'ai pas noté la phrase en l'occurrence ici, mais vous comprenez que c'est de la prise de notes très rapide, hein, bien évidemment, ce qu'on fait quand on regarde le discours de Powell. Que l'inflation va de manière sustainable, donc va de manière a l'air d'aller plus ou moins vers les 2%, et or cette phrase a disparu. Là, globalement, il botte un petit peu en touche, il dit on a juste changé 2-3 petits trucs de langage, effectivement, parce que pour nous, c'est justement parce que l'inflation semble plus ou moins trouver un petit plateau qu'on reste à un endroit qui reste plus ou moins dans la neutralité. C'est pour ça qu'on ne baisse pas. Donc ça nous paraissait pas du tout adéquat de laisser cette phrase dans le communiqué en fait. Ensuite vient cette idée un petit peu de l'incertitude sur tout ce qui va être les droits de douane, l'immigration, bref, vous comprenez qu'il y a un gros changement dans la politique, hein, et que du coup, Powell va devoir s'en accommoder au niveau des modèles, bien évidemment. Il y a des choses qui vont totalement changer, qui vont totalement être complètement disruptives. Quand on a vu la quantité de traités qui a été, de décrets qui a été signé par Trump, on comprend que Powell, là, pour le coup, il va plus ou moins quand même avoir un petit peu plus de difficultés à rester sur les mêmes modèles que ce qu'il avait précédemment, bien évidemment. Donc du coup, il dit oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui vont changer. L'immigration, bien sûr, donc sur le marché de la construction, ça risque de jouer, bien évidemment, puisqu'il va y avoir des déportations, etc. Enfin, déportation n'étant pas un gros mot aux États-Unis, je fais une traduction là, bien sûr, littérale. Concrètement, il y a des choses qui vont effectivement changer, notamment bien sûr les droits de douane. Est-ce que les droits de douane vont être inflationnistes ou pas? Pour le moment, on va s'adapter. On a déjà commencé à travailler bien sûr dans ce sens-là. Maintenant, c'est plutôt des choses qui vont être de l'ordre du wait and see, c'est-à-dire on doit malheureusement attendre un petit peu, regarder ce qui se passe, et puis bien évidemment travailler conjointement. Ça paraît assez étonnant quand même qu'ils aient pas encore eu de rendez-vous, hein, nos deux amis.
Maintenant, on peut le comprendre aussi parce que bon, ils se sont un petit peu, enfin surtout Trump a quand même pas mal bâché Powell finalement dernièrement. On sait que Powell a son mandat minimum jusqu'en 2026. Pas, sauf s'il démissionne, pas de nécessité enfin pas de possibilité de le virer quoi qu'il en soit d'ici là, et que Trump a sa vision des taux qui doit être pour lui bas, mais que Powell fera de la manière dont lui il décide qu'il faudra faire. Lequel des deux a le plus de pouvoir, hein, ça peut être aussi une question qui est intéressante à poser. Bon, pour moi c'est Trump, mais on a quand même Powell qui a au niveau de la sphère économique, qui tient une partie de la sphère économique. On va dire que s'ils avaient chacun une couille du marché dans les mains, Powell peut au moins presser aussi fort que Trump dessus. Si l'économie se développe comme nous anticipons, c'est aussi une des phrases qui a disparu effectivement du communiqué. Et là, en gros, il dit qu'il a effectivement du coup des doutes sur certaines datas, notamment, c'est ce que j'avais dit, l'immigration, les droits de douane, etc. Toutes ces choses-là qui vont être des datas qui vont effectivement beaucoup changer. Dans vos datas, est-ce que vous iriez plutôt dans des datas qui vont aller pour couper les taux? Est-ce que vous attendez plutôt à des indices qui vont vous dire qu'il faut couper les taux, ou à des indices qui vont plutôt qu'il faut plutôt les garder au même? Question un peu pourrie d'un journaliste un peu, c'était pas très intéressant comme question. Et Powell répond en ce moment on sent qu'il faut holder au même niveau, c'est ce qu'on ressent nous, que c'est comme ça qu'on vit les choses, et ce qu'on veut c'est voir l'inflation tout simplement diminuer. Question suivante sur la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire que Powell avait fait une citation il y a de ça quelques années, probablement au travers de je sais pas, un Paris Match ou que sais-je. Vous comprenez ici que voilà, c'est complètement sorti de son contexte, mais en gros il disait que lui il aimait bien dans ses expériences, que ça soit à la fois privé, dans le privé ou dans le public, etc., des sociétés qui pratiquaient la diversité et l'inclusion. Sous-entendu le non-genré, etc., toutes ces choses-là, enfin toute la partie un peu wokiste, on va dire, Powell, et c'était du coup une attaque un peu de front du journaliste, d'essayer de déterrer un petit peu forme de hache de guerre, ou en tout cas de faire du sensationnalisme, bien sûr. Là-dessus, Powell est très clair, il répond, nous, on s'aligne sur l'exécutif. J'ai pu dire des choses il y a certaines années, etc. Maintenant, si l'exécutif nous dit, il faut que votre staff il soit comme ça, etc., c'est eux qui décident. Donc du coup, je n'en dirai pas plus. Donc on a quand même un petit coucouche panier de la part de Powell, en ce qui concerne absolument tout ce que pourrait dire éventuellement l'exécutif. Et à chaque fois qu'il y a une question sur comment peut l'exécutif, comment ça doit être, etc., vous allez voir que Powell va directement botter en touche et dire je ne commente pas, question suivante, etc. C'est ce qu'on va voir dans la suite des questions, en partie, en tout cas c'est mon sentiment. Question justement plutôt directe, est-ce que la Fed est directement dépendante ou indépendante de l'exécutif? Et là, Powell répond on a un job, on le fait. Effectivement, il va falloir qu'on soit en mode un peu wait and see sur certains aspects comme les éventuels, l'immigration, bien évidemment, les droits de douane, etc. On commence à anticiper tout ça en fonction de la politique de l'exécutif, mais bien sûr, c'est un changement important qui va effectivement affecter tous nos modèles. On en revient un petit peu à la question. Powell, d'une certaine manière, répond un peu la même chose, mais du coup, ça lui permet aussi de botter en touche d'une certaine manière. Question suivante, le mois dernier vous étiez plutôt dubitatif sur la désinflation, en tout cas la baisse de l'inflation. Est-ce que c'est encore plus le cas aujourd'hui? C'est-à-dire parce que les datas n'ont pas forcément été extraordinaires. Et là, Powell répond que on est à peu près au même niveau qu'avant. Le housing doit se calmer, c'est sûr, c'est vraiment une des composantes principales de l'inflation. On sent également que l'environnement est en mode low hiring, ça veut dire peu d'embauches. Et donc du coup ça peut être, c'est quelque chose sur lequel on va être très prudent, c'est-à-dire qu'on a effectivement un marché du travail qui est très résilient et très fort, sur le fond c'est stable, mais il y a une forme de fragilité en surface qui nous fait nous dire qu'il va falloir qu'on soit effectivement très prudent. La question étant, la question suivante étant, est-ce que la diminution de l'immigration va tendre le marché du travail, Sous-entendu, bien évidemment, moins d'immigrés égale moins de main-d'œuvre facile, égale vous devez payer vos employés plus cher, etc. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, en général, plutôt inflationniste, bien évidemment.
Il dit qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a quand même moins de création d'emplois et que finalement le taux du chômage reste stable parce que finalement on a moins d'immigrés d'un côté mais aussi moins de création d'emplois de l'autre. Donc il n'a pas le sentiment que ça va être une data qui va nécessairement, entre guillemets, cette diminution de l'immigration, ou en tout cas celle qui, on va dire, est en train d'être initiée par Trump, à savoir fermeture totale des frontières, etc., etc. Gros contrôle sur les frontières. Pour le moment, on n'a pas le sentiment que ça va être quelque chose qui va être inflationniste, ou en tout cas qui va retendre d'autant plus le marché du travail. On a aussi notre politique restrictive qui est censée quand même calmer le marché du travail, et c'est plus ou moins ce qu'on voit pour le moment. Donc voilà, en soi, pour lui, ça n'est pas quelque chose de foncièrement inflationniste, entre guillemets. Question sur la Fed qui serait overstaffed, c'est-à-dire trop de monde qui bosse à la Fed, tout simplement. Ça, c'est Musk, je pense, qui, au travers du Government Efficiency du Dodge, a plus ou moins révélé ça. Et là, il dit qu'il ne commande pas du tout. Que, voilà, pour lui, il n'a absolument pas envie de commenter ça. Donc c'est vraiment voilà. Ensuite, question suivante, on me dit que Trump lui dit que lui, en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est pratiquer une politique désinflationniste par, bien sûr, une baisse des taux qu'il préconise, mais bon, c'est pas du tout son domaine, mais également par drill baby drill, c'est-à-dire cette idée d'aller chercher plus de pétrole, encore plus de pétrole, etc. Et donc du coup de littéralement complètement déverser sur le marché de l'énergie une quantité d'énergie à bas prix, etc. Et là-dessus, Powell dit moi je peux pas commenter ce que disent les politiques en fait. Voilà, si ça fait partie de ses actions et de ce qu'il veut faire, de ce que Trump veut faire, j'ai pas du tout à le commenter. Donc je dis next. Concours de circonstances ou pas, la question suivante c'est sur le NGFS. Alors en gros, on va dire que pas mal de banques centrales s'étaient mises ensemble, si j'ai bien compris l'histoire. Je suis pas allé regarder vraiment bien dans le détail, donc si je dis des conneries, ce qui est possible, vous me corrigez en commentaire, mais je crois que c'est à peu près ça l'idée. En gros, plusieurs banques centrales s'étaient mises ensemble et avaient dit nous on a peut-être des moyens un petit peu d'être plus ou moins sur l'énergie, sur le gâchis, sur l'écologie, en gros, d'avoir plus ou moins un impact. Il dit qu'ils y avaient adhéré il y a de ça quelques années, mais ça fait déjà un petit moment qu'il se dit que ça ne fait pas partie du rôle de la Fed que de faire partie de ce mouvement auquel ont adhéré pas mal de banques centrales, en gros, et que c'est un concours de circonstances. Pour lui, c'est pas du tout par rapport à l'aspect politique de maintenant, on sait que Trump est sorti des accords de Paris, etc. Lui, il dit que c'est un concours de circonstances, mais qu'en gros, lui, il s'est toujours dit que ça dépassait un peu le mandat de la Fed, et que c'était pour lui une erreur d'y rentrer, donc du coup, visiblement, je pense qu'ils en sortent. Corrigez-moi encore une fois si c'est ce que j'ai compris par rapport à la question, je suis pas du tout un pro du NGFS, encore une fois, ou de ce que ça représente, il y aurait juste une petite recherche internet à faire, mais j'avoue que j'ai oublié de le faire avant de lancer la vidéo, pas très important de toute manière, mais en tout cas, concours de circonstances relativement intéressant, au sens où on a encore une fois un Powell qui s'aligne sur l'exécutif, si ça n'était pas un concours de circonstances, en tout cas sorti de ce truc-là, visiblement. Question sur les progrès vis-à-vis des consommateurs. J'ai pas dû bien comprendre la question parce que en fait je l'ai pas vraiment noté, mais voilà. Est-ce qu'on est plus ou moins loin de la zone neutre, encore une fois? Pour lui, à 4,3% d'emploi, on sera dans le neutre. Et pour lui, on est très légèrement au-dessus du neutre en ce qui concerne les taux, c'est-à-dire à 4,5%, avec une inflation dans les 3. Globalement, 3,3, je crois, si je me souviens. En headline, on doit être à moins, mais en gros, sur le core CPI, on est à 3,3, il me semble. Et ça, depuis un moment, pour lui, c'est très légèrement restrictif. On sait qu'en général, l'envie, enfin en tout cas, la théorie veut que si vous voulez battre une inflation de 10%, il faudra mettre les taux à 10%. Question sur les executive orders, donc tous les décrets qui ont été signés par Trump depuis qu'il est arrivé. Quelle est votre opinion? Et là, du coup, c'est encore une fois une question à la con, puisque Trump a bien dit qu'il ne le commenterait pas, et en l'occurrence, il dit que la pratique de la Fed n'ira pas à l'encontre des décrets qui sont signés par l'exécutif, tout simplement. Question sur la guerre du commerce, donc on revient sur cette idée un peu des tarifs, etc. Et que on a vu les tarifs se modifier à ce point-là. Il dit certes, on sort d'une période inflationniste déjà, on n'est pas encore retourné à 2%, et le commerce risque de se tendre. Mais pour lui, le commerce n'est pas aussi
aussi concentré sur la Chine qu'auparavant, sous-entendu en 2018, enfin même en 2016. Il y a beaucoup plus de business qui se fait maintenant avec le Mexique, etc. Donc c'est des choses qui sont vraiment différentes. Et il y a beaucoup plus de choses qui vont peut-être potentiellement être produites en interne. Donc il faut bien entendu discuter ici des mécaniques qui peuvent rendre quelque chose d'inflationniste de la sortie de l'usine à l'étal du magasin. Ça, c'est bien évident. Si vous réintégrez, on va dire, si vous pratiquez une économie d'intégration, c'est-à-dire de réintégrer un petit peu toute la chaîne de production, sous-entendu, vous réindustrialisez votre pays, ce qui est quand même une des grosses volontés de Trump au travers des tarifs, de dire, nous, ça y est, en fait, en gros, on va fermer notre pays. Si vous voulez, désormais, on va effectivement acheter des choses, mais il va falloir nous acheter des choses, déjà, si vous voulez continuer à nous en vendre, c'est-à-dire tout simplement, donne-moi un peu de ça, je te donnerai un petit peu de ça, mais par contre, je vais t'enfler là-dessus. Donc voilà, il y a même dans cette idée de Trump, finalement, cette idée de supprimer la income tax, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, de littéralement le supprimer, et de le remplacer par des tarifs, c'est-à-dire le reste du monde va payer finalement l'impôt sur le revenu des États-Unis, toutes les taxes. Finalement, si on le met comme ça, vraiment, c'est complètement mégalo, mais cette idée que le reste du monde doit payer finalement l'income tax, donc le service public américain. D'accord. C'est vrai que dit comme ça, c'est quand même assez violent. Bref, pas autant concentré sur la Chine qu'avant, etc. Le champ des possibles est effectivement désormais très vaste. Et en gros, on est dans une situation qui est relativement vraiment différente à celle de 2018. Certes, il va falloir retourner à nos bouquins, il dit, et à la théorie, mais savoir aussi être pragmatique, c'est-à-dire ce fameux wait and see. Discussion sur la fin du quantitative tightening, c'est-à-dire tout simplement le fait de réduire la balance de la Fed. Vous savez que désormais il y a ces nouveaux mécanismes qui datent un petit peu, qui sont un petit peu des mécanismes asiatiques, enfin japonais même, qui ont été utilisés par les banques centrales dorénavant à outrance, qui ont été le quantitative easing, le quantitative tightening. Pour le moment, il est pris comme décision de continuer le quantitative tightening, c'est-à-dire de réduire la balance de la Fed. La Fed étant dans des périodes où les taux sont très bas, racheteuse d'obligations pourries qui ne valent rien, grâce à l'impression monétaire, qui vont être des obligations américaines, parce que tout simplement, sinon, des taux aussi bas provoqueraient une crise obligataire. Vous comprenez ici que personne ne veut prêter à 0 ou à 1%, sachant que, même si l'inflation reste à 2%, c'est complètement con, d'accord ? Vous n'allez pas foutre votre argent c'est comme foutre son argent sous le matelas, mais en presque plus risqué. Donc en fait, du coup, c'est pour ça que ces pays-là rachètent littéralement. Pour pouvoir avoir des taux tellement bas, vous êtes obligé de racheter, d'imprimer également pour racheter les obligations, on va dire, un peu foireuses de votre pays. Et en l'occurrence, en ce moment, ils sont plutôt en train de s'en débarrasser, bien sûr, parce que c'est tout ce qu'ils avaient acheté pendant le Covid, et donc en l'occurrence, ils réduisent, entre guillemets, la balance. À partir de là, sur le QT, ils pensent que c'est très bien de continuer et que c'est tout à fait dans l'air du temps, etc. Donc diminuer la balance de la Fed, effectivement. En revanche, on n'est pas très loin de commencer à réfléchir à cette idée un petit peu de calmer la manière dont ça diminue. Également question sur le sell-off de Nvidia de cette semaine. Vous savez qu'Nvidia a perdu, 600 milliards. Il y a encore eu de la grosse perte aujourd'hui. Je l'ai retweeté d'ailleurs, puisque Trump a menacé les Chinois d'avoir encore plus de sanctions sur Nvidia. Notamment, je crois que c'est les puces H20, si je ne me trompe pas, qui n'étaient, si j'ai bien compris, pas sous sanction. Pour moi, tout était sous sanction, mais visiblement, apparemment, ça n'était pas le cas. Et du coup, l'action Nvidia repère encore à nouveau 7% aujourd'hui. Bien comprendre qu'il y a 2 jours sur la sortie de DeepSeek, et il y a également aujourd'hui la sortie de Qwen, qui est Qwen, je sais pas si on dit Qwen ou Qwen, qui est l'IA d'Alibaba. 2 grosses IA chinoises qui sont sorties cette semaine. Concours de circonstances au niveau du temps, ou alors merci le PCC, Parti communiste chinois, d'envoyer du bois là-dessus. Globalement, c'est l'off Nvidia, donc du coup on l'a dit, 600 milliards. 600 milliards, il faut comprendre qu'on n'est pas loin du PIB de l'Argentine, et le secteur tech a dû perdre 1,5 trillion. 1,5 trillion, pour vous donner une idée, le PIB de la France, c'est 3 trillions. Donc en une journée, on perd la moitié du PIB de la France. C'est quand même un gros sell-off. Alors sur la courbe de Nvidia, ça paraît
pas incroyable, puisque Nvidia est l'action la plus valorisée au monde désormais et qu'elle pèse dans les 3 trillions, si je ne me trompe pas, ou quelque chose de cet ordre-là. Désormais, ça doit être 2,5 plutôt, mais... c'est là. Oui, tout à fait. 3, vous voyez qu'elle était première, il y a de ça quelques jours encore. Et là, cette perte de 600 milliards nous la ramène en 4e position d'ailleurs, et autour des 3 trillions. Pourquoi je parle de ça? Oui, parce que du coup, sell-off de Nvidia, et la question est posée à Powell, et ben sur l'IA, il dit que c'est un gros événement. Eux, ils vont le regarder plutôt avec un intérêt de quelle est la stabilité financière des banques. Pour eux, la seule chose qui va les intéresser, c'est pas à combien est tel ou tel stocks, et à quel point ça impacte les ménages ou pas. C'est vraiment, eux, leur boulot, c'est juste simplement de dire, est-ce qu'il va falloir qu'on imprime comme des bâtards pour aller sauver une banque ou une autre? Voilà, hein, c'est un peu ça l'idée. Si une banque se retrouve dans la mouise à cause de ses investissements, c'est là qu'effectivement la Fed peut rentrer en compte. Donc du coup, ils ont bien sûr un peu leur mot à dire sur ce genre d'événement de marché, mais pas tellement sur, voilà, en gros, ils peuvent pas dire c'est le Cisco des années 2000 et on est en train de rentrer dans un truc qui va littéralement tout cracher. Ça n'est pas possible que Powell dise ça, bien évidemment, mais par ailleurs, en tout cas, il dit qu'il y a quand même un intérêt énorme de la Fed à regarder effectivement les stocks, en tout cas sur ces genres de choses-là, par rapport à la stabilité, bien sûr, financière des banques. Ensuite, question sur plus ou moins les mortgage rates, c'est-à-dire les taux d'intérêt immobiliers, les taux de crédit immobilier à long terme, qui eux sont plus ou moins en train d'augmenter. Et là, il dit que c'est effectivement malheureux parce que on a quand même un housing qui est déjà effectivement en train de se pourrir au niveau conditions. Et voilà. Question suivante, attendrez-vous les 2% pour recommencer à baisser? Et là, c'est une question qui est un peu posée à chaque fois par une journaliste un peu neuneux, un ou une journaliste un peu neuneux, et en l'occurrence, c'est souvent la même d'ailleurs, et en l'occurrence, il répond à chaque fois la même chose, c'est-à-dire non, on attendra la progression vers le 2%, nous pivoterons à nouveau, enfin nous rebaisserons à nouveau quand nous penserons que la politique est suffisamment restrictive et que nous sommes sur un chemin tenable vers les 2%. Est-ce que la hausse des droits de douane peut venir menacer la croissance? Toujours pareil, il dit qu'il ne critique pas l'exécutif, qu'en 2018 on a vu ce type de mécanisme, c'est-à-dire que effectivement il y a eu quelques entreprises qui se sont retrouvées en difficulté en raison de ce type de mécanisme. Sous-entendu, à l'époque, c'était plus ou moins Tesla et compagnie, voilà, en gros, les grosses attaques sur la Chine et les tarifs, etc. Il y avait eu des entreprises qui s'étaient retrouvées un petit peu mal. Apple aussi s'était un petit peu retrouvé en grosse difficulté, dans une certaine difficulté, faute de suppliers, hein, tout simplement. Ce qui nous explique aussi, c'est... question suivante, le crash de Nvidia. Si jamais la bulle explose, et là c'est pareil, il reprend un peu cette idée de des banques où ça peut provoquer effectivement un risque systémique, et que pour le moment en tout cas il trouve que les conditions financières restent ok et que ça semble plutôt résilient. Sur le marché du travail, il regarde les layoffs, c'est-à-dire les licenciements, et il trouve que les ménages à bas revenus sont effectivement légèrement sous pression. Les prix ont augmenté, ce qui met les ménages à faible revenu sous pression. Et par contre, le marché de l'emploi pour lui à 4,1 est plus ou moins ok. On reste un peu dans les mêmes genres de questions, donc je vais sauter, c'est plus ou moins sur l'immigration, etc. Et donc c'est plus ou moins les mêmes réponses. Est-ce qu'il est difficile d'être banquier central dans ces temps un peu incertains? Et là, Powell répond qu'il est de toute façon confronté à l'incertitude de par son métier. Par exemple, les quelques premiers mois de la pandémie ont été très difficiles parce qu'il ne savait même pas si l'économie allait à un moment donné se remettre et se rouvrir. Et il dit qu'en ce moment, il ne trouve pas que les temps ne sont pas si incertains que ça, puisque effectivement les prix sont hauts, etc. Mais qu'on a un très beau marché du travail et on a une croissance qui semble quand même pas trop mal, donc il a l'air assez confiant, et c'est aussi comme ça que le marché le prend, hein, plus ou moins, en tout cas sur la partie Bitcoin.
Est-ce qu'une coupe des taux en mars est toujours sur la table? Pour lui, la désinflation devrait continuer. On n'est pas pressé d'aller faire ces coupes-là. Ça sera vraiment la data qui va décider, mais pour le moment, il n'y a rien qui remet en cause ce qui avait été dit au meeting précédent. Ce dont le marché pouvait avoir peur, effectivement, c'est que on aille encore plus loin que que la remise en cause qui avait été faite au meeting précédent. Et là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas. En tout cas, à aucun moment, il n'a envoyé de la mauvaise nouvelle, sous-entendu. Les gars, on va faire encore pire. On va rester en 2025 à telle ou telle hauteur. On n'était pas sur un FOMC où il y avait des forecasts. Vous savez que normalement, il y a les points. Ça, c'est un FOMC sur deux. Ce n'est pas à tous les FOMC. Et là, en l'occurrence, on n'a pas eu les petits points, la dot grid, je crois que ça s'appelle, où chacun dit, nous donne un petit peu ce qu'il pense. On aura peut-être du coup des minutes qui vont être plus intéressantes quand elles vont être publiées dans 3 semaines. C'est ce qu'on verra éventuellement. Et en gros, voilà, il dira wait and see, c'est-à-dire, il dit ce truc-là, on le saura quand on le verra. Il y a certaines choses qu'on ne saura que quand on les verra. Ce qui n'est pas rassurant, mais bon, bref. Revue à 5 ans, oui, parce que tous les 5 ans, 2020, 2025, etc., la Fed réfléchit un peu à son propre travail. Hein. Il y a un travail qui est fait à un moment donné où il commence à avoir des plans un peu sur 5 ans et à réfléchir. En l'occurrence, est-ce que vous rediscutez de cette target à 2% comme but? Et là, Powell dit qu'il y tient beaucoup, il veut garder des standards et que donc du coup, ce côté d'aller à 2%, pour lui, ça doit être la base du métier. Et voilà, je fais une petite apartie du coup. La dernière question est sur la crypto. Mais globalement, la douille, elle est un petit peu là. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, ça reste mon avis. Hein, pour le coup, là, ce que je vais vous donner, c'est vraiment plus ou moins mon avis. Mais théoriquement, vous avez, on va dire un graphique plus ou moins prix-quantité, d'accord, avec l'offre et la demande. C'est la base hein, de l'économie. Donc prix-quantité, au plus le prix augmente, au plus l'offre a envie de produire, hein. C'est-à-dire que c'est plus cher de produire un bien ou service, donc du coup ça l'intéresse. Et puis vous avez la demande, c'est un petit peu la différence, au plus le prix va diminuer, au plus la demande va être présente, hein, bien évidemment, puisque c'est la base, hein, on va dire, de l'économie, c'est plus ou moins, enfin de l'économie, du libéralisme en tout cas. C'est plus ou moins la courbe, on va dire, d'Adam Smith, la main invisible du marché, Ricardo, tout ce que vous trouverez dans les études, la manière de voir l'économie de base, c'est-à-dire libérale. L'État n'intervient pas, d'accord? Donc globalement, théoriquement, vous comprenez qu'il y a un point d'équilibre ici où se trouve la quantité produite d'équilibre et le prix d'équilibre. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire telle quantité doit être produite par an et à tel prix, et à ce moment-là, l'offre et la demande se rencontrent. À quel moment ça reste profitable de produire et à quel moment ça reste profitable d'acheter. C'est là que les deux se rencontrent et que tout va bien d'une certaine manière. Il y a un certain moment où vous pouvez entrer en surproduction, hein, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous avez en fait une quantité qui est plus ou moins trop forte. Quantité qui est trop forte et qui effectivement ne rejoint pas nécessairement ce que veut faire la demande. Donc du coup, vous avez tout simplement une diminution des prix qui se fait. Diminution des prix qui fait que, parce que vous avez moins de demandes, hein, quand les prix augmentent, quand les quantités augmentent, pardon, vous avez plus de demandes sur production, donc du coup les prix baissent, autant pour moi, et du coup vous rejoignez ce prix d'équilibre. En général, vous avez toujours cette main invisible qui fait que on revient à peu près à l'équilibre sur ce que dit le marché. Bon, ça, vous avez beaucoup de gens, et excusez-moi pour le coup, c'est un peu du niveau vraiment ultra basique, mais globalement, vous avez beaucoup de gens qui comprennent très bien ça, et excusez-moi pour le coup, je vous ai fait perdre 3 minutes de votre vie. Mais en soi, en réalité, cette idée de 2% d'inflation minimum et d'augmenter en fait finalement la masse monétaire en circulation en permanence jusqu'à garder des prix qui augmentent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que finalement, les États, d'une certaine manière, peuvent se targuer d'avoir une forme de croissance. Hein. Vous savez que on est dans des sociétés qui refusent totalement cette idée de décroissance, puisque si les prix diminuaient, vous comprenez que comment on évalue la croissance, c'est le chiffre d'affaires de votre pays, en fait, hein, d'une certaine manière. Et le chiffre d'affaires, c'est les prix fois les quantités, d'accord? Si les prix ont augmenté, vous comprenez qu'ici, il n'y a aucune notion de pouvoir d'achat dans la croissance, d'accord? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. À aucun moment, aucun économiste ne trouve ça choquant
bah, que tout simplement on dise non, on dit non, c'est bon, il y a eu de la croissance, t'inquiète pas. Non, c'est pas qu'il y a eu de la croissance. La qualité de vie des gens peut se dégrader tout en ayant 5-10% de croissance. On le voit d'ailleurs dans énormément de pays que c'est le cas. Tout simplement parce que bah, sur place, les prix sont bien plus chers et que du coup, voilà, c'est pas du tout une. Alors c'est bien effectivement d'avoir de la croissance, en tout cas dans une économie où effectivement les prix sont stables. Maintenant, des prix stables à 2%, vous comprenez que déjà, une économie qui en fait 2% de croissance, en pouvoir d'achat constant, elle est à zéro. Ok. Et une économie qui fait 1, ce qu'on fait à peu près nous depuis déjà un certain temps, ou 0,x, et bien du coup, vous comprenez qu'elle, avec 2% d'inflation, elle est en train de se suicider. C'est un suicide à petit feu, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que cette idée finalement des 2% absolument d'inflation tous les ans, on l'a inscrite dans votre tête, on l'a martelée, en disant mais non, surtout s'il n'est surtout pas de baisse des prix, ça serait un scandale, alors qu'en fait, en soi, dans la manière dont le marché est censé plus ou moins se réguler, la baisse des prix est plus ou moins une notion fondamentale. D'accord. Pour tout simplement être en permanence plus ou moins à l'équilibre et plus ou moins pas forcément dans des côtés de surproduction, etc. Et donc, parce que surproduction, c'est très mauvais pour les entreprises. Et puis surconsommation, bah, ça fait augmenter les prix. Donc du coup, c'est très mauvais pour les consommateurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine manière, la douille, elle est tout simplement que l'impôt, il est prélevé sur le chiffre d'affaires du pays, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous, votre impôt sur le revenu, bah, c'est votre salaire qui lui-même bah, est plus ou moins fonction des prix, etc. Si à un moment donné, on vous disait bah, il faudrait diminuer les salaires parce que les prix ont diminué, admettons qu'une entreprise commence à venir vous dire ça, bah, vous comprenez que ça pose des risques systémiques, bien sûr, pour le pays. Et que du coup, bien évidemment, on a après derrière d'autres théories qui sont rentrées, comme bah, si je veux relancer la demande, je dois augmenter finalement l'investissement public, voilà, des idées un peu plus keynésiennes, etc., que je ne remets pas en cause du tout, qui sont tout à fait, surtout dans des économies plutôt fermées, typiquement ce que va devenir les États-Unis, en tout cas ce qu'ils ont envie de devenir, pourront redevenir éventuellement intéressantes. Maintenant, sur le fond d'une relance keynésienne, dans des économies aussi interconnectées que celles qu'on a chez nous, on va dire que vous allez plus relancer les voisins que vous-même. On le voit là. Imaginons que Macron lance un grand programme, je dis une connerie, mais de création autoroutière. Ok, ça va relancer Vinci, mais Vinci lui-même, bah, finalement, il va contracter avec qui? Avec des boîtes roumaines, avec des boîtes polonaises, avec des boîtes chinoises, avec des boîtes avec je sais pas, du béton portugais. Je dis des conneries, mais voilà, vous comprenez ici un petit peu l'histoire. Et finalement, bon, on va plus ou moins relancer tout à fait autre chose que notre propre économie, ou en tout cas l'économie au sein même de nos frontières. Donc les relances keynésiennes marchent quand même beaucoup moins bien dans des économies mondialisées comme celle qu'on peut avoir. D'où cette idée, finalement, bah, d'intégrer cette notion de droit de douane, c'est-à-dire de revenir dans des politiques qui sont totalement isolationnistes. Et bon, je pense aussi, bien sûr pour Trump, bah, de revenir à une efficience de l'État. C'est-à-dire que tout ce que coûte l'investissement public doit rapporter par ailleurs. D'accord. C'est quand même un petit peu une des formes d'idées de ce qui est plus ou moins en train de se mettre en place. Bref, j'attaque la dernière question. Ce que je voulais juste simplement ici aborder, c'est que cette idée des 2% d'inflation, c'est quelque chose qu'on nous a rentré dans le crâne depuis bah, probablement la Deuxième Guerre mondiale, je dirais. Mais en fait, ces 2% d'inflation-là ne sont bénéfiques en soi que pour les gouvernements et les États, parce que ça permet simplement de dire on se raccroche à des chiffres de croissance, ne surtout pas décroître, c'est un petit peu ça l'idée, mais finalement le bien-être n'est pas en soi le problème majeur, et le bien-être des entreprises non plus, bizarrement, parce que on pourrait penser que finalement ce sont les grosses entreprises qui ont la main mise sur les États. Bah non, pour moi, pas du tout. Pour moi, c'est plutôt cette idée que finalement, vous avez donné une planche à billets à un mauvais élève, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous avez donné la possibilité au débiteur d'être la banque et de se prêter à lui-même, un petit peu comme si très, très mauvaise image, mais voilà, comme si au Monopoly, celui qui fait la banque était aussi un des mecs qui joue finalement, et puis
temps en temps, il puisse se dire, bah, tant que je reste à peu près dans les règles de ça, bah, finalement, je peux me prêter à moi-même. Donc en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est rentré dans un système un peu hybride, où effectivement on essaye de faire de la relance keynésienne dans des économies connectées, mais que ça ne marche pas nécessairement, et qu'on essaye surtout de ne jamais décroître et de ne jamais faire baisser les prix. Il faut bien comprendre à un moment donné que ça pourrait être effectivement quelque chose de bénéfique, que les prix baissent à un moment donné, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Certes, on aurait des chiffres qui seraient à la décroissance, certes, on percevrait moins d'impôts au final, et on aurait peut-être une période plus austère, au départ en tout cas, hein, sur ces périodes-là, plus austère au niveau investissement et dépenses publiques, bien évidemment, puisqu'on percevrait moins d'impôts, donc il faudrait bien qu'à un moment donné, les choses se mettent d'aplomb. Mais au final, tout ça serait plus ou moins pour une efficience quand même, c'est-à-dire que les périodes d'austérité, comment elles se géreraient, et ça fait effectivement très peur, mais elles se géreraient tout simplement par des moments de surproduction. On anticipait une demande qu'on n'a pas finalement, donc du coup, les entreprises, effectivement, elles rongent un petit peu leurs freins. Effectivement, ça peut éventuellement faire un petit peu de chômage, une augmentation du chômage, du coup une diminution des salaires, hein, puisque plus de pression sur le marché de l'emploi, qui elle-même va faire une diminution des prix parce que moins de demandes, d'accord. Et c'est des mécanismes qui se mettent en place naturellement. Donc voilà, je ne suis pas libéral outre mesure, mais simplement, cette idée d'une inflation absolument à 2%, elle est complètement... Elle n'a pas de logique, en tout cas, vis-à-vis des règles de base de l'économie, d'accord. C'est simplement ça que, de temps en temps, il faut aussi expliquer. Et cette idée d'augmenter la masse monétaire n'a pas non plus de base. Et il faut comprendre que la plupart de tous ces paradigmes, ils ont été faits au travers d'un étalon or, hein, quand même, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc on est sur des choses qui sont quand même relativement différentes. Dernière question sur la crypto, elle n'était pas nécessairement très bien répondue de la part de Powell, mais en gros... la question étant, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la crypto? Est-ce que la crypto a une place dans les investissements des ménages? Et là, Powell dit encore une fois, notre rôle est de regarder tous ces événements plutôt du côté des banques et d'un éventuel problème qui puisse arriver sur le secteur financier. Si vous faites le choix de rentrer, on n'est pas là pour vous dire de ne pas y aller ou quoi que ce soit, et on ne sera jamais contre l'innovation ou quoi que ce soit. En ce qui concerne les ménages, on doit les protéger si c'est possible, et ça c'est le travail du Congrès, d'apporter un cadre régulatoire qui est en train de se mettre en place, et je pense que le Congrès est en train de faire un travail formidable pour mettre en place finalement ce cadre régulateur-là. Il parle surtout de Bitcoin, à un moment donné il se corrige, il parle de crypto en général, donc voilà, c'était la réponse de Powell en ce qui concerne la crypto. Voilà un peu l'idée, globalement, de ce FOMC. Alors, si je devais résumer, j'ai un Powell qui est ni hawkish ni dovish, qui nous dit juste, regardez ce qu'on vous a dit le dernier meeting, et c'est exactement ce qu'on a fait. Powell, sa plus grande peur, c'est que ça soit lui qui, par son incompétence à communiquer, crée une crise. Maintenant, on commence à connaître le personnage, ça fait quand même un certain moment qu'on le pratique, et il est très bon communicant par rapport à ça, parce que extrêmement vivace, mais aussi extrêmement pragmatique sur ses dires, sur sa manière de communiquer, etc., toutes ces choses-là. Donc extrêmement, comment expliquer ça, prudent, voilà, dans sa manière de communiquer, et plutôt avenant et plutôt habile vis-à-vis des journalistes, c'est-à-dire qu'il va quand même vous donner une réponse, mais il va jamais faire une connerie, comme ça a pu être le cas pour beaucoup de gouverneurs de banques centrales dans le passé, que ça soit... Je dirais plutôt quand même des Français ou Européens qui étaient pour le coup des calamités en communication. En l'occurrence, là-dessus, il n'est pas trop mauvais. Je pense que c'est même sa principale qualité, parce qu'on ne peut pas estimer qu'il soit non plus... Il a quand même des balls, hein, il faut avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire augmenter les taux aussi vite, les diminuer d'abord aussi vite et les augmenter aussi vite, gérer une crise comme le Covid, fermeture des frontières, etc. quand même. Voilà, il faut quand même avoir les balls. Mais voilà, pour le moment, c'est pas non plus... voilà, c'est quelqu'un qui a su tirer le levier, la manette, etc. dans tous les sens. Enfin, de toute façon, même, j'ai pas
pas vraiment d'avis, hein, puisque c'est un domaine de compétences que je me targuerai certainement pas d'avoir. En tout cas, dans la compréhension de l'économie plus ou moins globale, ce que je vois, c'est un Powell quand même plutôt dovish, je dirais. En tout cas, là où il a envoyé suffisamment de hawkistes, donc de anti-inflation au dernier meeting, pour aujourd'hui simplement dire, bon, bah, on vous l'avait dit, voilà, on fait ce qu'on avait dit, on fait comme on avait dit, et ça me paraît très bien pour le moment. Également, on l'a vu faire énormément coucouche panier par rapport à l'exécutif, c'est-à-dire qu'il ne se met absolument pas, contrairement quand même à... Donc ça va peut-être plaire à Trump finalement, hein, d'une certaine manière, ils vont peut-être finir par se voir au bureau ovale, à un moment donné, ça serait quand même plutôt souhaitable. Mais en gros, on le voit quand même dire, bah moi l'exécutif me dira de faire comme ça, je ferai comme ça. Par rapport à mon organisation, si on doit me cut off du monde, si on doit me virer du monde, on fera avec, hein, voilà, on n'a pas... Et en gros, et c'est ça qui fait les grands administratifs, entre guillemets, enfin les grands gestionnaires administratifs, c'est de fait de fermer sa gueule quand ça change au niveau des élus. Hein. Vous avez des gars, je sais pas, dans des mairies qui sont directeurs des affaires culturelles depuis qui ont vu passer 90 maires différents et qui pourtant sont encore là. C'est juste que simplement, bah, c'est des très bons exécutants, ils connaissent un petit peu la maison, etc. Voilà, pour le moment, en tout cas, on peut peut-être dire que c'est le cas en ce qui concerne Powell là-dessus. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Dans les choses, il n'y a pas eu de phrases choc, je dirais. En crypto, plutôt pour. En termes de phrases choc, c'est quand même vraiment cette idée de bah, foutez-moi un peu la paix avec Trump, je ferai ce qu'il me dit de toute façon et c'est pas mon job de commenter ce qu'il doit faire par ailleurs. Et puis, au niveau des 2-3 petites choses de langage qui effectivement ont changé dans le communiqué, il dit que c'est pas un problème, que ça va tout à fait dans le sens de ce qui avait été dit finalement au dernier meeting. Et en gros, en ce qui concerne la politique économique de Trump, bah, il dit moi j'ai pas à la commenter. Par contre, il va falloir qu'on fasse un petit peu avec, et effectivement, hein, tous les tarifs, etc., toutes ces choses-là. Mais j'ai pas à vous dire, bah attention, oui, les tarifs, ça va être inflationniste, ceci, cela, j'ai pas à le faire, parce que tout simplement, pour l'instant, j'ai pas les datas. Voilà un petit peu l'idée. On va juste vite fait aller faire un petit tour sur le 15 minutes. On va pas commenter Ethereum, on a fait déjà une vidéo là-dessus, tout simplement. Alors, si on regarde un petit peu là ce qui se passe, bon voilà, je m'attendrais plutôt à ce qu'on vienne un peu plus haut, peut-être 106. Éventuellement, si on doit dévier au-dessus de ce 15 minutes. Pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on voit se mettre en place, voilà, ça peut être intéressant de le faire. Bon, j'étais assez circonspect par rapport au côté triangle et rectangle de tout ça. Bon, on a l'accélération à la cassure quand même. Pour le moment, pas de retournement de situation, je dirais, tant qu'on ne prend pas ça, quoi, d'accord ? Tant qu'on recasse pas ici, on ne repasse pas, pour moi, en structure haussière, en tout cas, tant qu'on voit qu'on est vraiment dans ce côté tendance un peu baissière. Voilà, pour moi, tant qu'on repasse pas, je dirais même la zone des 107, on peut pas vraiment parler d'une continuation haussière sur le long terme. C'est mignon d'avoir cassé la distrib qui est là, je trouve ça très mignon même. Et c'était notre scénario privilégié de la journée. Mais c'est mignon de casser cette distrib-là. Maintenant, il faut que ça tienne. C'est-à-dire qu'au niveau de l'accélération, on vienne attaquer tous les points de short qui sont ici, là, et qu'on soit quand même un petit peu shorté sur le top pour pouvoir effectivement pousser effectivement un tout petit peu plus haut derrière. Voilà, donc l'idée de base, je pense que je suis quand même assez circonspect sur la sortie au final de ce flag, puisque c'est un peu ça qu'on est en train de regarder, là, le flag qui est là, de ce flag maintenant, je suis un peu circonspect, j'avoue, mais c'est possible, c'est-à-dire une sortie à 110, si jamais on fait une sortie à 110 là-dessus, et on y va en ligne droite, ce qui est possible si on a un bon GDP demain, pourquoi pas, sincèrement, pourquoi pas, remonter ici sur les 110, je verrais pas le truc aller à 120 comme ça, cash en ligne droite direct, même si ça reste possible, il n'y a pas de souci, mais je le verrais peut-être plutôt derrière, revenir nous faire une correction plus sympa, soit une flat qui nous donnerait en fait finalement ce genre de structure, c'est-à-dire A, B, C, avec petite déviation à 95 qui est quand même là. Maintenant, au plus on arrive dans le temps, au plus le 95 est vieux, c'est-à-dire que
quand vous avez de la liquidité comme ça qui traîne un peu sous la figure, hein, en fait, puisque là, elle traîne à partir de là, hein, globalement, si on le prend. La fraîcheur est un critère très important. Et là, en l'occurrence, on commence à perdre en fraîcheur de ce côté-là. Pourquoi on perd en fraîcheur? Parce que vous comprenez aussi que à chaque fois qu'on vient l'attaquer, vous avez des gars, déjà, tous les gars qui étaient en position, par exemple, sur cette position-là, bah là, ils avaient peut-être mis leur stop ici, sous la structure. Ok, on repousse, ils prennent un peu de profit, admettons, voilà, hein, ceci, cela. Et derrière, s'ils avaient mis leur stop ici, vous comprenez que là, on en a déjà sorti un paquet de mecs qui étaient censés être garés là. Ok. Et là, bah, du coup, on en perd un paquet parce qu'ils avaient remonté éventuellement leur stop loss. Plutôt que de rester garés là, ils se sont dit, bon, je vais sortir en profit, ce sera très bien. Donc là, on en perd une partie. Ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Donc ça fait partie de la psychologie, typiquement d'ailleurs de même ce genre de flag, hein, typiquement, c'est vraiment... et pour le coup, c'est toujours bien de donner une phrase quand on regarde une figure chartiste ou quoi que ce soit. Moi j'aime beaucoup lui attribuer une psychologie. Ce que j'appelle une psychologie, c'est une phrase simple qui dit bah, pourquoi on a fait ça. Parce que ça permet de comprendre aussi le marché un peu mieux derrière, et c'est, je trouve, super important. Au final, c'est un boulot qui est quand même un boulot de psychologue. Hein. Ce que vous allez regarder là, c'est plus ou moins des synapses. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous aviez un électroencéphalogramme, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, un électroencéphalo, oui, du cerveau. Voilà, vous comprenez ici, hein, c'est pas le pouls, c'est pas... Voilà, mais c'est plus un truc de psychologue où vous regardez du sentiment, hein, puisque l'évolution du prix, c'est du sentiment. Quand vous regardez les news, vous regardez du sentiment. Et quand vous regardez la liquidité, vous regardez du sentiment aussi. Donc, toutes ces choses-là ne sont que du sentiment. Et du coup, c'est de la science humaine. Donc, vous essayez de modéliser quelque chose que l'humain est en train de créer lui-même, donc du chaos. C'est très modélisable, mais il faut pour ça des concepts simples de psychologie qui doivent tenir en une phrase, tout simplement. C'est-à-dire, le patient est paranoïaque. Là, voilà, par exemple, vous dites, bon, le patient, alors on l'aurait peut-être, je dirais, si on dézoome un peu. Si on dézoome un petit peu, voilà, typiquement, par exemple, hein, ici, c'est une indécision totale du marché, d'accord? C'est un range dont vous explosez à chaque fois la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse. Vous venez chercher la liquidité dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de structure, c'est-à-dire que le prix, c'est pas vraiment s'il doit aller vers le haut ou vers le bas. Hein, c'est une expansion, c'est un mégaphone. Ce genre de structure-là sous-entend que le client, le patient est en train de péter un câble, d'accord, qu'il sait pas trop où il va et que, voilà, en règle générale, c'est quand même plus ou moins des choses qui donne de l'information. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis, hein, de toute cette histoire-là. Ce FOMC est plutôt bon. On voit que le marché avait éventuellement pricé, bon, plus ou moins un petit peu de mauvaises nouvelles. Je trouve pas que l'action de prix soit incroyablement incroyable non plus. Maintenant, on arrive à casser ce 4 heures, en tout cas a priori, sauf si là, on se reprend d'ici, encore une fois, 1h du matin. Si d'ici 1h du matin, on repasse là-dessous, bon, pour le coup, ce sera le 4 heures qui tient. Et à ce moment-là, ça sera plutôt, on viendra chercher les longues dorénavant, d'accord. Personnellement, je m'attends quand même une raquette cette semaine. Il y a des gros earnings, il y a des gros mouvements sur Nvidia, il y a des gros mouvements en bourse, etc. C'est une semaine chargée, il y a le GDP demain. Voilà, personnellement, moi, je verrais bien une raquette qui vient, ne serait-ce que cette semaine, ou en tout cas là, dans l'avenir prochain, nous chercher les deux. La question étant, est-ce qu'on continue la correction qu'on est en train de faire? C'est-à-dire que ça, c'est une fausse cassure pour le moment, et ça peut être tout à fait le cas hein, de la manière dont on l'aligne. Vous verrez qu'à un moment donné, elle s'alignera. De toute façon, enfin en tout cas elle aura du sens, mais voilà, attention à ça, et on le saura, hein. C'est-à-dire que si c'est un rejet, ça doit être plus ou moins un rejet en daily, et il ne doit pas y avoir la poussée d'aller chercher tout simplement ça, ok? C'est-à-dire que à partir du moment où on passe pour moi ce 15 minutes là déjà, c'est tout à fait possible de viser 115 et peut-être 120, je le vois comme ça. C'est-à-dire que c'est ça la borne pour moi, voilà, qui nous dit bon ok. Et puis à l'inverse, à partir du moment où là on n'arrive pas à passer ce 4 heures déjà d'une manière générale, cette trend en daily, à la clôturer, la hard closer en daily, c'est plutôt on continue le canal dans lequel on était pour venir prendre 95, qui reste une poche de liquidité sournoise parce qu'elle a plus d'une semaine, elle est plutôt dans le 2 weeks maintenant, mais qui reste une poche de liquidité. La manière de le faire sera très importante.
Au sens où pour le coup, si on tient le 4 heures qui est là, c'est magnifique, c'est une très belle mèche qu'on qualifiera un truc un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire, hop, je viens dévier et en moins de 4 heures, j'ai pris toute la liquidité, mais j'ai été systématiquement racheté. Magnifique prise de liquidité, du coup, voilà, ça serait une très belle entrée, par exemple, de rentrer en mode 95 là-dessus et puis de prendre le move, hein, c'est-à-dire, sous-entendu, en fait, ma correction, c'était quoi? C'était A, B, C... DE, admettons, ou peut-être même plutôt A, B et C, je dirais, voilà, ce côté un peu running flat pour la première, et une deuxième en zigzag, voilà. Ça serait mignon, ça c'est si on a un mauvais GDP, ou que voilà, là, le prix est juste en train de venir chercher les shorters éventuels du FOMC, mais c'est tout. Et puis, voilà, ce 1 heure, moi, que j'aime beaucoup aussi, là, ce 1 heure qui est là, où pour le coup, on pourrait légèrement perdre ce 4, ça serait pas tellement horrible, mais pour le coup, voilà, venir prendre le 1 heure. Donc, vous avez compris, au plus on est, je dirais, admettons, quand on était à peu près dans ces eaux-là, on appelait vraiment au 95 parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de liquidités qui a été fraîche, etc. Je pense juste après de ça, je pense voilà, autour du 20, ouais, il y a une dizaine de jours, juste après l'investiture, on appelait pas mal au 95. Et au plus ça vieillit, cette histoire, au plus c'est un peu... voilà, quelque chose qui perd du sens. Donc après, on a dit, il y a quand même un truc très joli à prendre à 90. À minima, on viendra prendre 90, qu'on a fait dans cette mèche-là. Parce que là, il y a du monde. Et on s'est très bien repris depuis, d'accord. La question maintenant, c'est... Est-ce que j'ai suffisamment ressourcé à 90 pour aller chercher 110 ? Enfin, c'est la même question qu'on pose en gros depuis une semaine, mais voilà. Ou alors, est-ce que sur fond de saloperie, on viendrait plutôt chercher 95 ? Ce FOMC, pour moi, n'a pas teneur si on le fait. Voilà, c'est mauvais GDP demain et ou grosse manipulation de marché qui nous permettent d'y aller. C'est-à-dire que, voilà, en soi, je vois pas les conditions d'un énorme sell-off qui nous emmène sous la structure, en tout cas ce soir, sauf si d'un coup il y a un truc qui sort, d'accord ? Donc on va quand même garder cette idée plutôt de prédilection d'aller faire finalement une sorte de flat plutôt, d'accord ? En tout cas pour le moment, et de péter 120 direct, d'accord ? Voilà un peu l'idée, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a peut-être... Enfin, c'est le genre de meetings qui sont importants, je pense, à venir quand même sentir, parce que c'était le premier depuis que Trump est rentré. Donc il fallait quand même, je pense, cerner un peu quelle va être la relation entre les deux. Et c'était plus ou moins quand même quelque chose à faire aujourd'hui. En général, les vidéos FOMC, elles sont assez longues. Là, en l'occurrence, je pensais pas faire une vidéo d'1 heure, mais on a parlé aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc j'espère que ça vous aura intéressé quand même et que vous avez trouvé votre compte sur cette vidéo. Pas de questions à la con aujourd'hui, on en a déjà fait une. Et donc du coup, laissez un commentaire sympa, d'encouragement par exemple. Voilà, est-ce que ce type de sujet par exemple vous plaît ? Je sais que je le fais depuis longtemps, hein, le décryptage du discours de Powell. À tous les FOMC en général, j'en fais un. J'avais peut-être loupé le dernier, mais en gros, je le fais quand même plus ou moins à chaque fois. Voilà, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire aussi, moi ça m'intéresse, tout retour m'intéresse de toute façon. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.